Il est pratiquement 9h15, on va commencer tout doucement. Avant toute chose, bonjour à toutes et à tous, bienvenue surtout à cette table ronde que nous avons intitulée « La ville et ses habitants à travers les rituels de dégradation des acteurs de l'application de la justice du Moyen-Âge au XXe siècle ». En préambule, avant de vraiment rentrer dans le vif de la conférence, un très grand merci évidemment à l'équipe d'organisation des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, pour le soutien logistique d'une part, et puis d'autre part aussi, surtout, pour l'énergie que l'équipe met chaque année pour construire des conditions d'un échange intellectuel tout à fait stimulant. Et merci également, bien sûr, de donner la parole aux jeunes chercheurs et jeunes chercheuses que nous sommes aujourd'hui. Par rapport à cette table ronde en particulier, merci également à Guillaume Debat et à Laura Garet qui se sont chargés de l'organisation du côté chercheur de la Force. Et donc ce sont elle et lui qui nous ont permis aujourd'hui d'être là ce matin. Et donc avec Fabien, on les en remercie tout à fait chaleureusement. Vous l'aurez peut-être remarqué, nous ne sommes que 4 à cette table alors que le programme indique que nous étions supposés être 5. Malheureusement, Elena Lagréou, qui est doctorante en histoire médiévale à l'université de Cambridge, n'a finalement pas pu être des nôtres ce matin. Donc je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas d'histoire médiévale au menu du jour. La discussion que j'ai le plaisir d'animer se fera néanmoins entre 3 jeunes chercheurs et chercheuses modernistes et contemporanéistes que je vous présente sans plus attendre. Alors par ordre chronologique des périodes de spécialité, nous avons à ma droite Laura Garet, qui est doctorante en histoire moderne et à terre à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Laura, vous travaillez depuis 2020 sous la direction de Sylvie Mouisset et de Pascal Bastien, qui est de l'Université du Québec à Montréal, sauf erreur de ma part, c'est ça. Et vous travaillez sur une thèse intitulée « Condamné à vie, condamné à mort, criminalité, investigation judiciaire et élimination pénale, Parlement de Toulouse, 1670-1789 ». Et aujourd'hui, vous nous présenterez des rituels judiciaires dans les villes qui sont du ressort du Parlement de Toulouse au XVIIe et XVIIIe siècle. Un peu plus encore à ma droite, nous avons Guillaume Debat, qui est maître de conférences en histoire moderne et de la Révolution française à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Guillaume, vous avez soutenu en 2023 une thèse à l'Université Toulouse-Jean Jaurès qui s'intitulait « La guillotine révolutionnaire, peine de mort, justice d'exception et sensibilité dans la France révolutionnaire, 1789-1804 ». Et vous envisagerez aujourd'hui la ville révolutionnaire comme vraiment une actrice essentielle des rituels judiciaires de dégradation. Et je crois que vous allez nous parler de plusieurs villes, Paris, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Angers, si ma liste est correcte. Et enfin, à ma gauche, nous avions Fabien Lostec, qui est docteur en histoire contemporaine. Vous êtes chercheur associé au laboratoire Tempora de l'université de Rennes 2 et vous êtes également enseignant et chargé de cours dans cette même université. Et vous avez soutenu également en 2020 une thèse qui a été très récemment publiée aux éditions du CNRS. Félicitations Fabien. Une thèse qui s'intitule « Les femmes condamnées à mort en France et la libération pour fait de collaboration ». Et je précise, puisque j'en ai l'opportunité, que vous serez de 12h15 à 13h au Salon du Livre, sur le stand des éditions du CNRS. Donc si vous voulez votre petite dédicace, ce sera le moment d'aller retrouver Fabien. Et ce matin, donc, vous montrerez comment, au cours de l'époque contemporaine, et particulièrement au sortir de l'occupation, au moment de l'épuration, les villes françaises et leurs habitants sont devenus des espaces et des acteurs majeurs des exécutions qui se font donc entre vengeance et justice, et c'est ce que vous nous montrerez. Et enfin, je termine ce tour de table rapide en me présentant moi-même. Je suis Margot Lemaire, je suis doctorante en histoire médiévale à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Je suis également à terre à l'université de Pau. Et je rédige en ce moment une thèse sous la direction de Laurent Massé à propos des élites politiques de Toulouse au XIIIe siècle. Mais je ne suis pas, contrairement à mes petits camarades spécialistes de la justice, donc j'ai simplement aujourd'hui le plaisir de modérer cette table ronde et de donner la parole à mes confrères et consoeurs pour qu'ils vous présentent leurs recherches. Si cela vous convient, notre table ronde devrait durer environ 1 heure, à peu près, de manière à ensuite garder 20 à 30 minutes pour pouvoir échanger avec vous. Donc si vous avez évidemment des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter ou à les garder bien précieusement dans vos têtes. On aura ensuite un temps d'échange pour en discuter. Vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que l'histoire urbaine est à l'honneur cette année au rendez-vous de l'histoire de Blois et que nous sommes en présence de 3 spécialistes d'histoire judiciaire. On le sait, la justice est un phénomène qui est particulièrement urbain, en tout cas qu'on considère parfois caractéristique de l'urbanité pour les périodes qui nous occupent.
D'une part parce que on imagine parfois que les crimes sont plus courants, plus graves, plus spectaculaires en ville. Là, je vais parler un tout petit peu de ce que je connais, mais ce sera vraiment le seul moment. En histoire médiévale, c'est entre autres l'objet des réflexions de Jacques Chifolot, qui a travaillé sur la criminalité à Avignon à la fin du Moyen-Âge, ou encore de Bronislaw Geremek, qui a travaillé, lui, sur le Paris des XIVe et XVe siècles. Tout cela a été depuis retravaillé notamment par Claude Gauvard, qui a pas mal nuancé la question, mais il n'en reste pas moins que ces trois chercheurs et chercheuses ont montré que les villes restent des espaces privilégiés, alors pas toujours du crime, mais en tout cas de la justice. Pas dans le sens évidemment où les espaces ruraux ignoreraient toute justice, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais plutôt dans la perspective que les villes sont bel et bien souvent les sièges de la majeure partie des institutions judiciaires. Donc on peut penser par exemple aux tribunaux, au Parlement, etc. Et c'est à ce titre qu'on considérera aujourd'hui que la justice est caractéristique de l'urbanité. Et en s'intéressant au moment où de l'exécution des sentences de la justice criminelle, c'est-à-dire en fait au moment où la justice est montrée, où elle se rend visible, où en fait elle est mise en scène, à la fois auprès des sociétés urbaines mais de leurs habitants, on réfléchira ensemble à la manière dont la justice transforme la ville, mais aussi à l'inverse, à la manière dont la ville a une influence sur les rituels judiciaires. Il s'agira donc d'évaluer ce matin, dans les contextes variés des champs de spécialité de nos trois intervenants et intervenantes, comment la justice participe à la création et à l'évolution des formes urbaines et aussi parfois des formes de peuplement, des espaces de peuplement, et puis en parallèle à la façon dont les habitants des villes réagissent à la justice, à sa mise en scène par les pouvoirs judiciaires. Est-ce que la population est plutôt dans une forme d'acceptation, de rejet, de dégoût, d'habitude, d'indifférence? Ça, ce sont nos intervenantes qui nous expliqueront tout ça. Et nous avons fait le choix ici d'une approche qui, au départ, devait s'étendre depuis l'époque médiévale, mais finalement, ça commencera à l'époque moderne et nous irons jusqu'à l'époque contemporaine. L'un des enjeux, c'est donc aujourd'hui de réfléchir à ces questions dans la longue durée. On ira du XVIIe siècle jusqu'au milieu, peut-être un peu plus, du XXe siècle. Et puis, on a essayé autant que possible de vous parler de villes variées. Même si nous nous concentrerons principalement sur l'espace français, on a quand même des villes qui sont très grandes, très peuplées, qui sont d'envergure nationale, comme Paris au premier chef, peut-être aussi comme Toulouse, comme Bordeaux. Et puis, on parlera aussi de villes d'envergure plus régionale, par exemple comme Angers. Avant de lancer la discussion sur vraiment des problèmes, sur le fond des problèmes que je viens d'évoquer, on va quand même se poser une question qui peut-être est un petit peu naïve, mais enfin qui reste essentielle évidemment pour les historiens et historiennes que nous sommes. Sur quelles sources vous appuyez-vous tous les trois pour développer vos recherches? J'entends par là que les murs des villes, même si ils ont vu peut-être des centaines, des milliers de rituels judiciaires, ne vont pas venir vous les raconter. Et donc, sur quelle documentation vous appuyez-vous? Et question subsidiaire, est-ce que vous employez une méthode particulière pour traiter vos sources? Est-ce que vous faites par exemple de l'analyse statistique, des bases de données, de la lexicographie, une approche qualitative? Insérez ici la méthode que vous utilisez. Je donne d'abord la parole à Laura Garret, et ensuite Laura cédera la parole à Guillaume, et enfin à Fabien, si cela vous convient à tous les trois. Merci Margot, bonjour à toutes et tous. Alors avant de répondre à la question, je voudrais à mon tour remercier l'organisation du festival, mais aussi Fabien qui a accepté de participer à cette table ronde et Margot qui a accepté de la modérer. Merci beaucoup à toutes et tous d'être présents ce matin aussi. Alors pour répondre sur la question des sources, je travaille sur des sources qui sont diversifiées, qui sont de nature différente. Je me permets peut-être d'avancer. Alors tout d'abord, je travaille sur des sources judiciaires, évidemment, sur des sources qui sont produites par les institutions répressives, dont les procès-verbaux d'exécution à mort et de torture, qui sont des gros volumes comme ça, donc des procès-verbaux qui sont dressés immédiatement après l'exécution, pour les exécutions capitales uniquement. Je travaille aussi sur des sources administratives. Donc vous avez ici l'un des exemples, c'est une lettre adressée à l'intendant du Languedoc étant central dans ce processus judiciaire. C'est une lettre ici adressée à l'intendant pour régler un différend, certains huissiers n'ayant pas voulu assister à une exécution. Donc ces sources administratives sont très intéressantes justement pour comprendre les dysfonctionnements et pour comprendre l'encadrement administratif des exécutions en tout genre. Alors bien sûr, je travaille aussi sur des sources qui sont des condamnations, des arrêts criminels, donc des arrêts du Parlement de Toulouse.
qui condamne en dernière instance à différentes peines, à mort mais pas exclusivement, j'y reviendrai. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il n'y a pas de source iconographique, en tout cas pour le Parlement de Toulouse. Il faut surtout s'appuyer sur des gravures qui sont des gravures parisiennes pour comprendre un peu mieux l'organisation des exécutions, son visuel, disons. Ou bien il faut l'imaginer à partir des descriptions qui sont très détaillées pour les condamnations à mort, mais beaucoup moins pour les autres types de rituels judiciaires, ceux qui n'impliquent pas la mort. Alors, rapidement, je travaille également à partir de chroniques urbaines, donc soit des chroniques officielles, par exemple les Annales des Capitouls, donc c'est la mémoire officielle de la ville de Toulouse, mais aussi sur une chronique privée, celle du bourgeois Pierre Barthès, dont vous avez ici un exemple, qui raconte ici très longuement, toute cette page est consacrée à l'exécution d'une fille pendue, le titre est en haut. Donc voilà, de différents types de sources qu'il faut manier différemment, bien sûr, les procédures et les condamnations de manière plutôt statistique et quantitative. Et pour les d'autres types de sources, il faut plutôt faire une étude par cas davantage, notamment pour les chroniques. Merci Laura. Guillaume ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Alors voilà, même la diapo d'avant. Pardon. Ah non, alors c'est celle-là, pardon. Non, mais pardon. Moi, comme Laura, je travaille aussi à partir de sources variées et qui sont d'abord les sources qui émanent des institutions judiciaires, et c'est notamment les registres de condamnation, puisque les tribunaux criminels de la Révolution, de l'Empire, ont gardé une trace des différentes sentences et notamment des condamnations à mort. À ces sources donc, qui me servent à faire une base de données, notamment, où je compte les condamnés à mort, très concrètement. J'ajoute des sources qui émanent d'autres acteurs de l'institution judiciaire, et notamment des correspondances, notamment celle de l'accusateur public qui, pour la période révolutionnaire, représente un peu la société, on va dire ça comme ça, lors des procès. Cet accusateur public produit une grande masse de documents parce que c'est lui qui est responsable de la bonne tenue des exécutions, que ce soit l'exécution, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais de la peine de mort ou d'autres peines. Et donc, il a une correspondance abondante pour organiser et bien organiser ce moment qui est l'exécution publique en ville. À cela s'ajoutent aussi des sources qui émanent des administrations locales, notamment des villes, parce que les villes sont très attachées, elles aussi, à la bonne réalisation de l'exécution. Elles produisent des dispositifs qui encadrent l'exécution, on y reviendra dans le détail, et donc de ce fait, elles sont productrices de documents. Je terminerai rapidement ce tour d'horizon avec deux autres types de sources. Pour la période révolutionnaire, la presse joue un rôle très important, d'abord parce que la presse raconte les exécutions, mais aussi parce que la presse porte un jugement sur les exécutions, et là je vous ai mis tout à droite un numéro d'un journal qui s'appelle Les Actes des Apôtres. C'est un journal royaliste, et en 1789, c'est ce journal qui invente le mot guillotine pour se moquer du docteur Guillotin. Et donc je vous ai mis ici la représentation de la première apparition du mot guillotine, cette machine mise au point lors de la Révolution. Enfin, à côté de la presse, l'iconographie, qui est plus présente pour Laura, et je pense moins présente que pour Fabien et l'époque contemporaine. On a malgré tout de nombreuses images pour la période révolutionnaire, et là je rejoins l'avis de Laura, ce sont des images qui sont soit relativement stéréotypées. Vous avez ici une gravure qui a été envoyée à chacun des départements français. Chaque département français a reçu cette gravure pour lui annoncer l'arrivée prochaine de la guillotine. Donc en fait cette gravure on la retrouve dans tous les départements, pour en gros informer l'administration et le tribunal local à quoi allait ressembler la machine qu'on allait lui livrer en 1792. Vous avez ainsi une image du projet de guillotine, et pour ce qui est de la représentation des exécutions, on est prisonnier là aussi d'images qui concernent essentiellement Paris. On a assez peu de représentations d'exécutions ailleurs qu'à Paris, et même pour les exécutions parisiennes, essentiellement ce sont deux exécutions qui sont montrées, l'exécution de Louis XVI et celle de Marie-Antoinette, et de façon un peu plus mineure, celle de Robespierre. Mais de fait, l'iconographie des exécutions est très parisienne et très centrée sur l'exécution du couple royal. Merci beaucoup. Fabien ? Alors oui, me concernant pour la période contemporaine, comme souvent pour les historiens du contemporain, effectivement c'est plutôt la masse d'archives qui peut poser problème que la pénurie. Donc les sources ne manquent pas pour nous, historiens de l'époque contemporaine. Alors la presse, bien entendu, est utile également pour nous, que ce soit au 19e ou au 20e siècle. Je vous ai mis ici à gauche, vous voyez une couverture d'un journal très célèbre qui s'appelle L'Assiette au beurre et qui évoque directement la peine de mort, mais aussi, vous le voyez, les exécutions. Ensuite, on a une source qui est très très précieuse, ce sont les sources des procureurs qui vont écrire au garde des Sceaux
donc des archives judiciaires qui se trouvent dans les dossiers de recours en grâce et qui vont permettre d'avoir des informations sur les derniers moments justement des condamnés à mort. Donc ces procureurs nous racontent finalement si l'exécution s'est bien, entre guillemets, passée ou non. Alors après, on peut également s'appuyer sur des archives de police, de gendarmerie, puisqu'on va voir qu'il y a tout de même des forces de l'ordre qui sont très présentes pour une exécution. Les archives des renseignements généraux aussi au XXe siècle qui sont précieuses, ou encore les archives préfectorales, donc finalement des archives assez classiques quand il s'agit de travailler sur le XXe siècle notamment. Nous avons ici, et vous le voyez à droite de ce diaporama, des mémoires, des souvenirs qui ont été publiés, que ce soit de la part d'aumôniers, de chefs de la police, ou aussi, vous le voyez ici, d'un ancien bourreau qui s'appelle Anatole Debler et qui a été bourreau durant la première partie du XXe siècle, pour faire simple, jusqu'en 1939. Certains avocats, des gardiens de prison ont pu écrire aussi sur les exécutions. Et puis, comme le disait Guillaume, effectivement, on peut disposer de photographies, voire de petits films. Et je vous ai mis ici une exécution qui est la dernière exécution publique au XXe siècle, qui date de juin 1939. C'est celle, vous le voyez, d'Eugène Weinmann, donc, qui est exécutée devant la prison de Versailles. Et cette exécution est à la fois ordinaire et extraordinaire, puisque elle a lieu un peu plus tard que d'habitude, c'est-à-dire qu'il fait déjà jour, alors qu'on devait exécuter vraiment au petit matin. Et donc là, la luminosité est très forte quand il est exécuté, Eugène Weinmann, et donc va favoriser bien évidemment les prises de photographies, et on a même l'existence de 2 petits films qui sont d'ailleurs disponibles sur Internet, on peut les trouver assez facilement, et où l'on voit les dernières secondes du condamné à mort et de l'exécuté. Alors moi, pour ma thèse sur les femmes collaboratrices, effectivement j'ai utilisé la presse, c'est vrai. J'avais pas de mémoire, j'avais pas de souvenirs, j'avais quelques photographies, effectivement, mais les 2 sources principales, c'est donc la presse et les rapports des procureurs que j'évoquais à l'instant en direction du garde des Sceaux. Et donc, évidemment, un petit peu comme ce qui a été dit tout à l'heure, j'ai construit une base de données pour rassembler tous ces cas, une base de données de toutes les condamnées à mort, donc j'en compte 651, 651 femmes condamnées à mort à la Libération, 247 le sont de manière contradictoire, c'est-à-dire qu'elles font vraiment face au juge à la Libération. Les autres sont condamnées par contumace, donc elles sont en fuite le plus souvent en Allemagne. Et parmi les 247 qui sont condamnées de manière contradictoire, j'en compte 46 qui sont exécutées. 46 exécutées, mais pas guillotinées. Elles sont fusillées, puisqu'à la Libération, la peine est militarisée. C'est une justice politique, et donc la peine est la fusillade. Merci beaucoup à vous 3 pour vos réponses. Alors on comprend bien en vous écoutant que, évidemment, en fonction des périodes, vous avez des sources toutes très variées, iconographiques ou pas, plus ou moins iconographiques. Et donc on imagine que ces sources vous permettent d'avoir accès à une pluralité finalement de rituels judiciaires. Est-ce que vous voulez bien, l'un après l'autre, nous présenter ces rituels judiciaires? Est-ce qu'il y a, en fonction de vos périodes de prédilection, peut-être une typologie qu'on pourrait faire? Je vais laisser la parole en premier à Guillaume, et puis ensuite à Fabien, et nous terminons par Laura. Merci. Alors oui, les rituels judiciaires que j'étudie sont en gros, on va dire de 3 niveaux, voilà, c'est ça. D'abord, ce sont des rituels judiciaires d'exécution à mort, et là vous avez une représentation d'une exécution par guillotine sur la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde à Paris. J'ajoute que pendant la Révolution, est aussi utilisé le peloton d'exécution, qui est une peine militaire, mais de manière, je ne rentre pas dans les détails, mais il est aussi utilisé le peloton d'exécution, notamment dans l'Ouest, dans le cadre des guerres de Vendée. Mais l'image évidemment associée à la Révolution, c'est le rituel judiciaire de décapitation, à l'aide de la guillotine. Ce tableau de Pierre-Antoine de Machy, il est très intéressant parce que c'est une représentation assez fidèle de ce qu'on sait de la réalité de ces rituels judiciaires d'exécution à mort, avec une foule présente en nombre, on le voit sur l'image ici, mais également une foule militarisée. On voit qu'il y a une présence de soldats censés assurer l'ordre public au cours de l'exécution.
Ce qui est intéressant aussi dans cette représentation de l'exécution, c'est que sur l'échafaud qui soutient la guillotine, il n'y a pas que le condamné, il y a le bourreau et ses aides, deux figures qui sont parfois tendance à être un petit peu oubliées et qui rappellent que l'exécution par décapitation, on y reviendra, est un rituel qui suppose un savoir-faire technique relativement important, c'est pas si facile que ça, de procéder à une décapitation et donc voilà, ça suppose un savoir-faire et d'être au moins à plusieurs. Ce rituel judiciaire, on le voit, il est aussi dans un cadre urbain, ici donc c'est la ville de Paris, on y reviendra un peu plus tout à l'heure, mais ces exécutions, notamment celle par la guillotine, modifient profondément l'espace urbain, ou du moins elle le reconfigure et elle agit sur cet espace urbain. Dernier rituel judiciaire que j'étudie, alors pour lesquels on n'a pas vraiment de représentation, qui sont moins connus pour la période révolutionnaire, ce sont des rituels dits humiliants, en tout cas qui ont une dimension humiliante. La justice révolutionnaire conserve dans son arsenal pénal des rituels dégradants, notamment qui précèdent l'entrée en prison. Il s'agit de la peine du carcan, c'est-à-dire le fait d'être attaché à un poteau à l'aide d'un collier en fer, qui s'appelle le carcan, et d'être exposé publiquement au regard de ses concitoyens pendant plusieurs heures, alors au maximum c'est 6 heures, et à côté du condamné, il y a un écriteau qui mentionne son nom, sa profession, son domicile et le crime. Je rentrerai dans l'explication de cela tout à l'heure. Donc cette peine de carcan est réservée aux condamnés à la prison et aussi aux condamnés à une autre peine qui est la dégradation civique, c'est-à-dire la négation judiciaire de l'honneur, qui est une peine extrêmement grave dans le cadre de la société révolutionnaire, puisqu'on prive un individu de sa citoyenneté. Donc voilà en gros les rituels judiciaires que j'étudie, majoritairement l'exécution capitale et la guillotine, mais aussi des rituels humiliants que sont le carcan. Qu'est le carcan? Merci, Fabien. Oui, alors moi j'ai essentiellement, je vous le disais, travaillé sur les fusillades donc de la Libération qui sont un intermède finalement, puisque la méthode ordinaire, c'est bien évidemment d'utiliser la guillotine. Alors là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, je m'appuie essentiellement sur les travaux de collègues historiens qui connaissent bien ce phénomène, donc les travaux d'Anne Carroll notamment, les travaux d'Emmanuel Taïeb, qui a publié un livre qui s'appelle La guillotine au secret, et les travaux pour le XXe siècle de Nicolas Picard, qui nous fait l'amitié aujourd'hui d'être présent parmi nous dans l'assistance et qui me fera de grands gestes si jamais je dis des bêtises, mais en tout cas il connaît ce sujet sur le bout des doigts. Donc la guillotine, effectivement, c'est la méthode pour éliminer des condamnés de droit commun. Alors, je rappelle juste que jusqu'en 1939, donc les exécutions sont publiques, et qu'après 1939, elles entrent dans les prisons, c'est-à-dire que la guillotine est placée à l'intérieur des prisons, et donc se soustrait finalement au regard de la population. Alors, je disais, dans ce cadre-là, les fusillades sont un intermède. Et donc, à la Libération, si vous voulez, on a 3 phases qui se dégagent, qui sont, à mon sens, très importantes. Alors la première phase, qui va correspondre finalement aux premiers jours, voire aux premières semaines de la Libération, c'est une justice qui est finalement placée à la limite de l'extra-légal et du légal. Des tribunaux qui sont installés par les résistants ou par la population, voire un mélange des deux, eh bien, vont juger des collaborateurs, des collaboratrices ou ceux et celles qui sont présumés tels. Pourquoi je vous dis qu'ils sont à la limite de l'extra-légal et du légal ? Parce que ces tribunaux vont souvent s'installer dans des lieux de pouvoir, dans des lieux d'autorité, des commissariats, des hôtels de ville, voire des tribunaux à certains moments. On constate aussi souvent une cogestion des tribunaux, c'est-à-dire que vous avez des résistants certes, mais aussi parfois la présence de policiers et de gendarmes. Et donc tout ça fait que la population qui assiste à ces jugements peut avoir l'impression d'une certaine finalement légalité avec la présence de ces forces de l'ordre, la tenue de tribunaux et la tenue qui se tient, le jugement qui a lieu dans des lieux de pouvoir. Et donc là, la population participe énormément. C'est-à-dire que soit elle est présente dans les tribunaux, soit elle va s'occuper entre guillemets des collaborateurs et des collaboratrices avant le jugement et après le jugement. Ce qui ne va pas, bien évidemment, sans un certain nombre de violences assez fortes sur le chemin qui mène au jugement et voire après la condamnation à mort vers le peloton d'exécution. Là aussi, la foule peut insulter, cracher, voire taper les condamnés à mort. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, il y a une sorte de course contre la montre, ou en tout cas une course de vitesse entre les résistants, qui représentent une autorité de fait sur le territoire français, et les autorités de droit, c'est-à-dire les représentants du gouvernement provisoire de la République française, à commencer par De Gaulle, qui est le président de ce GPRF.
Et donc les nouvelles autorités vont chercher à mettre en place des tribunaux très vite, des tribunaux légaux pour reprendre en main la justice et affirmer leur légitimité. Et donc ils vont installer des cours martiales. Alors je crois que là j'avais mis une photographie justement, voilà, une cour martiale qui se tient ici à Grenoble. Et là, eh bien, vous le voyez, donc on voit très bien que ce sont des miliciens qui sont fusillés le 2 septembre 1944. Et là, eh bien, le choix du lieu est très important. On est à Grenoble, on est Courberia, et ce lieu est choisi parce que quelques semaines auparavant, eh bien, les Allemands avaient fusillé une vingtaine de patriotes à cet endroit précis. Donc la dimension symbolique, bien évidemment, est très importante. Par contre, eh bien, les nouvelles autorités vont essayer de tenir à distance la population. Il y a moins de violence physique, mais bien évidemment, la pression de la population est très forte, notamment eh bien, par le son de la population qui est très présent. Et dans une dernière phase, eh bien, justement, ces nouvelles autorités eh bien, vont faire entrer de nouveau les exécutions à l'intérieur des prisons. Donc là, on est généralement dans le courant du mois d'octobre 1944 et le gouvernement provisoire a véritablement affirmé justement son pouvoir. Et donc c'est une manière eh bien, finalement de pleinement rentrer aussi dans la République. La République est de retour, on réinstalle les méthodes qui étaient celles finalement de la Troisième République finissante. Et donc là, on va soustraire à nouveau les fusillades eh bien, des yeux de la population, soit à l'intérieur des prisons, soit les fusillades ont lieu sur des stands de tir, par exemple, ou dans des forts, comme le fort de Montrouge. Donc là, on voit bien qu'on est sorti de la phase de la libération qui est la phase la plus agitée. Et ensuite, il ne faut pas oublier que eh bien, cette épuration extralégale, elle peut venir corriger une épuration légale qui est jugée trop molle, trop lente. Et donc la population, à l'hiver 44-45, au moment de la contre-offensive des Allemands dans les Ardennes, ou encore en mai-juin 1945, au moment où les prisonniers de guerre, les déportés, les requis reviennent en France, eh bien la population n'hésite pas parfois à attaquer des prisons pour sortir des prisonniers et les exécuter. Voilà. Action-réaction. Voilà, exactement. Merci beaucoup Fabien. Laura ? Oui. Alors, pour les XVIIe et XVIIIe siècles, la justice est fondée sur l'exemplarité. C'est ce que rappelle l'ordonnance criminelle de Louis XIV aussi, dès son préambule. Les peines sont là pour provoquer de la terreur aux méchants. Et donc, cette gravure de Jacques Callot, qui est bien sûr tout à fait fantasmée, on ne trouve pas autant de rituels judiciaires simultanément au même endroit, mais rend bien compte de la multiplicité des peines qui existent et qui sont exécutées en public à l'époque moderne. Donc, je vais peut-être pas toutes les détailler, on reviendra sur cette gravure si vous avez des questions, mais globalement, on peut les séparer en deux types. Il y a des exécutions capitales, qui sont elles-mêmes multiples, la pendaison pour les roturiers et les crimes, disons, c'est la peine de mort la plus simple, la roue pour les crimes aggravés, le bûcher et la décapitation, qui est un privilège nobiliaire. On trouve aussi des exécutions qui sont des exécutions infamantes ou afflictives, donc infamantes qui blessent l'honneur, afflictives qui blessent le corps, et qui sont souvent des préalables à des peines qui, elles, sont invisibles. Alors soit qui peuvent être seules, soit des préalables à des peines invisibles, par exemple la condamnation aux galères, qui se passe loin des yeux de la population. Et donc, pour publiciser ces sanctions, on peut trouver tout un tas de rituels d'exposition, donc exposition au carcan, avec également un écriteau potentiellement, exactement comme l'expliquait Guillaume, sans les détails du lieu de résidence pour la période moderne, pour l'Ancien Régime. On trouve aussi des exécutions à l'amende honorable, par exemple, où il s'agit de reconnaître le crime en public, ou des condamnations à la fustigation dans les rues. Donc véritablement, ce sont ces deux grands types de rituels sur lesquels je travaille, condamnation à mort ou condamnation afflictive ou infamante, puisque j'étudie les condamnations à perpétuité. Et les condamnations à perpétuité sont toujours précédées de ces exécutions qui sont publiques. Et qui sont, ces condamnations à perpétuité sont de plusieurs natures, les galères, je l'ai mentionné, mais aussi l'enfermement perpétuel pour les femmes dans les hôpitaux généraux ou dans des maisons de force, où elles deviennent complètement invisibles au regard de la population, et éventuellement le bannissement également, bannissement perpétuel en dehors du royaume, là aussi avec des individus qui sont expulsés, mais dont il faut publiciser la peine au préalable. Merci beaucoup à vous trois. Alors à vous écouter, on comprend que d'une part, il y a une pluralité en fait des rituels de justice, soit on est dans de la dégradation civique, c'est ce que vous disiez Guillaume, soit on est dans des peines capitales et à peu près toutes les possibilités qu'on trouve au milieu.
Mais ce qu'on retient aussi, c'est qu'on a l'impression, et c'est ce que vous disiez Fabien, plus on avance dans le temps, moins ces rituels prennent de place dans l'espace public, avec notamment le retour à l'intérieur des prisons. Et d'où ma question suivante, on est donc du XVIIe jusqu'au XXe siècle, dans quelle mesure la justice et son exécution font-elles évoluer la ville? Est-ce que ça fait évoluer la ville en fait? Comment est-ce que ces rituels judiciaires, au moment où, particulièrement à l'époque moderne, mais encore à l'époque contemporaine, se déploient dans l'espace public, à la vue de tous et toutes, en tout cas des gens qui passent par là, est-ce que ça participe à la création, à la redéfinition, à la définition d'espaces particuliers peut-être en ville? Est-ce que ça a d'autres types de conséquences? Je ne sais pas, vous allez nous éclairer là-dessus. D'abord Fabien, ensuite Laura, et on terminera avec Guillaume. Oui, alors pour l'époque contemporaine, on peut distinguer un tournant qu'ont repéré donc, les historiens que j'évoquais tout à l'heure, c'est les années 60, 1860. Avant les années 1860, le lieu d'exécution est le plus souvent le lieu du crime. Donc il s'agit bien de montrer que la justice a été rendue aux principaux concernés. Par contre, après les années 1860, eh bien, le lieu d'exécution va être le siège de la cour d'assises. Donc ça correspond aussi à un moment de renforcement de la centralité de l'État, puisqu'à partir de ces années, de 1870 notamment, il n'y a plus qu'un seul bourreau en France. Donc voilà, l'importance de l'État ici est à souligner. Alors bien évidemment, en gagnant les villes, il s'agit de donner une meilleure publicité aux exécutions et de montrer, là encore une fois, que l'exécution a bien eu lieu. Il s'agit aussi de montrer le pouvoir de l'État et la légitimité de l'État à punir ces criminels. Mais il y a aussi une dimension d'édification, d'exemplarité qu'il faut souligner. Et donc l'objectif, c'est bien d'impliquer la collectivité, une sorte d'onction populaire envers ce châtiment. Donc si vous voulez, l'exécution devient véritablement un fait urbain, justement après 1860, et force est de reconnaître que c'est un spectacle très prisé, puisque au milieu du 19e siècle, par exemple à Marseille, on est en 1857, on compte 60 000 personnes à une exécution. À Montpellier, en 1892, on a encore 40 000 personnes, spectateurs qui viennent assister à une exécution. Alors, à Montpellier, il n'y avait pas eu d'exécution depuis très longtemps, donc ça explique aussi la foule présente. Mais c'est ce que dit Emmanuel Taïeb, qui, dans son ouvrage sur la guillotine au secret, précise tout de même que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que tout le monde est en accord, et c'est pas forcément par goût du sang ou par sadisme qu'on vient assister aux exécutions, mais il faut pas oublier qu'au 19e siècle, et même une partie du premier 20e siècle, eh bien, on est dans une société, si vous voulez, de spectateurs, et donc eh bien, les gens vont voir concrètement, vont voir physiquement pour s'informer. Donc il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision, bien sûr, donc ça se développe ensuite. Et donc là, on a une pratique culturelle qui est très importante. Il faut également souligner que ces exécutions ne transforment qu'une partie de la ville qui n'est pas toujours la même. Vous le voyez ici, j'ai pris l'exemple de Lyon. Et donc la guillotine, elle se déplace. Elle était tout d'abord place Bellecour. Elle va gagner la place des terreaux, mais on veut éloigner les exécutions des lieux de pouvoir. Donc elle va gagner la place Louis XVIII et ensuite s'éloigner cour Charlemagne pour finalement s'éloigner du véritable cœur urbain. Donc ce n'est pas, les lieux évoluent. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que les exécutions ne transforment la ville que de manière très momentanée. L'objectif, c'est bien d'effacer toute trace d'exécution très très rapidement pour effacer la mort de la ville qui est un lieu de vie avant tout. Merci. Laura? Oui, alors la justice, tout d'abord, elle transforme temporairement la ville, de la même, comme le disait Fabien à l'instant, puisque les rituels judiciaires sont conçus pour s'inscrire dans la vie quotidienne, dans l'espace urbain, et pour s'imposer en fait aux habitants. Alors pour les exécutions capitales, elles sont exécutées le jour de la prononciation de l'arrêt par le Parlement de Toulouse. Donc les exécutions capitales ont très majoritairement lieu à Toulouse pour le ressort du Parlement, même s'il y a des exceptions avec des renvois dans les villes de première instance parfois. Donc ces exécutions rapides impliquent une déambulation infamante des prisons. Donc ici, les prisons, ce sont les carrés en bleu, donc des prisons jusqu'à la place de l'exécution. La place de l'exécution étant la place Saint-Georges avec le gros point rouge, la place traditionnelle, même si là aussi on trouve parfois des adaptations. Alors cette déambulation infamante sur une charrette précédée par le bourreau s'impose véritablement aux habitants.
et donc implique également un arrêt devant la cathédrale Saint-Étienne pour l'amende honorable. Donc on a véritablement une transformation temporaire en ce sens de l'espace urbain, avec parfois un encadrement armé également, qui peut également impliquer des régiments en certaines occasions, lorsque l'on imagine que l'exécution pourrait occasionner quelques remous. On a aussi une affluence des spectateurs qui est importante, mais c'est justement parce que la charrette des condamnés passe aussi dans la ville qu'on suit à un moment où également l'information est essentiellement visuelle, la circulation de l'information passe par l'oralité également, donc on a véritablement une transformation temporaire de la ville. On peut aussi supposer une transformation plus durable de la ville. Par exemple, la place Saint-Georges justement devient la place principale des exécutions, alors que c'était auparavant la place du Salin, que vous trouvez ici, à votre droite, devant le Parlement. Et la place traditionnelle des exécutions, qui était la place du Salin, a perdu cette caractéristique justement parce qu'elle se situe devant le Parlement de Toulouse. En fait, pour la décence, on a soustrait aux yeux des magistrats les exécutions qu'ils ordonnent pourtant eux-mêmes par arrêt, dont ils sont l'auteur, puisque seuls les arrêts du Parlement peuvent engendrer l'exécution capitale, arrêt définitif, ainsi que les condamnations de l'intendant. Mais en tout cas, il faut détenir un pouvoir souverain. Donc on a véritablement ces deux dimensions qui s'articulent, une transformation temporaire, mais aussi une transformation plus durable de l'espace urbain, la place Saint-Georges devenant intimement associée aux condamnations capitales au cours de l'époque moderne, en particulier au XVIIIe siècle. Et on a également des constructions qui peuvent être durables, par exemple la construction de piloris qui cette fois sont fixes, l'exposition aux piloris, aux carcans, ayant lieu pendant les marchés en règle générale, donc là aussi, véritablement durant un moment de la vie quotidienne, un moment de rassemblement pour être le plus visible possible. Enfin, dans toutes les villes où les fourches patibulaires persistent, les fourches patibulaires où on expose le corps des condamnés à mort, à l'extérieur des villes, en général sur les grands chemins, là aussi on a une transformation durable de l'espace urbain avec des territoires qui sont voués à ces expositions pénales et donc à la dégradation, au fait d'effrayer le crime par la terreur des châtiments. Et on peut trouver des habitants qui se plaignent justement, qui possèdent des habitations ou des terres aux alentours et qui se plaignent de la présence de ces fourches patibulaires qui constituent une gêne visuelle, mais aussi dont on dénonce les vapeurs méphitiques de façon croissante à mesure que l'on avance là aussi dans le XVIIIe siècle. Donc ces deux éléments doivent véritablement être pris en compte, cette transformation très ponctuelle qui ne laisse ensuite que très peu de traces une fois que les forces, les magistrats et potentiellement les forces armées se sont retirées, mais aussi quelques constructions plus durables qui pour le coup sont visibles de façon pérenne et de façon durable et qui peuvent aussi occasionner les oppositions du voisinage. Merci Laura. Oui, merci. Pour la période révolutionnaire, on a une situation analogue, c'est-à-dire que si transformation de la ville il y a, cette transformation est temporaire. La transformation des villes pendant la Révolution intervient surtout du point de vue de la justice, au niveau de l'organisation et de la gestion des exécutions, avec notamment la présence d'une troupe armée importante pour maintenir l'ordre, mais aussi dans certains cas, comme à Paris, l'organisation de la circulation dans certaines rues, notamment là où va passer la charrette des condamnés à mort. Je vous ai représenté ici, je reviendrai tout à l'heure sur cette carte, les différents lieux, les différents emplacements de la guillotine, les cimetières évidemment, et les trajets, en tout cas tels qu'on en a la trace, ou les indices des charrettes de guillotinés. Mais au-delà même du cas parisien, le code pénal révolutionnaire impose d'instaurer une justice au plus près des citoyens, parce que les exécutions capitales doivent être en théorie réalisées dans la ville où le crime a été commis, et pas forcément là où se tient le tribunal. Or ça c'est une volonté plus qu'une application, puisque dans les faits ça a été rarement le cas, notamment du fait de la faiblesse de l'administration et des troubles d'ailleurs de la période révolutionnaire. La plupart du temps les exécutions ont été réalisées à l'emplacement du tribunal. Cette question géographique, elle est, je crois, importante, puisque, je reviens là à la peine du carcan, cette peine du carcan doit être réalisée au chef-lieu de district, c'est-à-dire ce qui pourrait correspondre la plupart du temps à des villes qui sont nos sous-préfectures. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça correspond de temps en temps. Ce qui traduit, à mon sens, une volonté d'inscrire la peine et son humiliation dans un espace qui est l'espace vécu pour le condamné. La ville, et surtout la petite ville, reste, y compris pendant la Révolution, le lieu privilégié de mise en scène de l'humiliation du condamné. Il s'agit de venir marquer géographiquement, dans l'espace urbain, l'exclusion temporaire de ce condamné, exclu de la communauté, pour avoir menacé l'ordre public. Et cette volonté d'inscrire géographiquement l'exécution
le rituel judiciaire, on le retrouve évidemment avec l'exécution capitale, puisque le rituel d'exécution capitale, comme sous l'Ancien Régime, vise à l'exemplarité. Il n'y a pas là de rupture entre la période moderne et la période révolutionnaire. Les législateurs révolutionnaires sont persuadés de la valeur dissuasive, exemplaire de la peine de mort, et donc on a un rituel extrêmement public. Ce caractère urbain des exécutions devient ainsi une sorte de ressource pour les populations. Alors, ressource, je mets des guillemets, mais d'abord pour ceux et celles qui viennent assister aux exécutions. Alors, en dépit de l'image, du tableau que je vous ai montré, il ne faut pas généraliser pour la période révolutionnaire l'idée d'une foule venue en masse applaudir aux exécutions et lever les bras quand on montre la tête du condamné. D'abord parce que la monstration de la tête n'est pas si récurrente que ça, on en trouve très peu de traces, le bourreau qui montre la tête du condamné à la foule. Ça arrive très peu de temps, mais je crois même peut-être qu'une seule fois. La foule, on le sait, est très présente dans les villes, à Paris notamment, lors d'exécutions de figures révolutionnaires connues. Voilà, lorsqu'il y a des exécutions de personnes bien identifiées, là il y a beaucoup de monde. Par exemple, en mars 1794, l'exécution du révolutionnaire radical Hébert attire une foule absolument extraordinaire. La place de la Concorde, place de la Révolution à l'époque, est noire de monde. Les rues alentours sont complètement bouchées. On loue des fenêtres dans les bâtiments alentours pour avoir une meilleure vue en hauteur sur l'exécution. C'est très rapide, beaucoup d'organisations pour un plaisir limité. Mais donc, il y a cette recherche-là. Cependant, on sait que d'autres exécutions de personnes moins connues attirent beaucoup moins de monde. Elles attirent beaucoup moins de monde. Au point que, et j'y reviendrai un peu plus tard, cette foule qui est identifiée pour des exécutions célèbres ne doit pas masquer le fait qu'il y a au fur et à mesure de l'année 1794 une véritable montée du dégoût, une véritable nausée de la guillotine qui apparaît notamment à Paris, je vais y revenir. Et un dernier petit point, parce que moi je me suis rendu compte en travaillant sur les exécutions à Paris, les exécutions, quand elles attirent beaucoup de monde, sont vraiment des lieux festifs. On danse, on chante, on fait la fête. En tout cas avant cette montée du dégoût, donc au début, fin 93, début 94, au point que cela inquiète les autorités sur un petit point, c'est celui de la criminalité, puisque en fait, quand les exécutions attirent beaucoup de monde, les vols à la tire, peut-être des pickpockets, augmentent. Et donc les rapports des administrations disent qu'il faut particulièrement surveiller les exécutions capitales, puisque c'est là où on a des voleurs à la tire qui sévissent et qui dépouillent les spectateurs des exécutions. Merci à vous trois. Donc on comprend bien en vous écoutant qu'en fait, les rituels judiciaires, alors que ce soit des rituels, des peines capitales ou pas, ça a quand même une influence sur la ville, parce que les localisations des rituels se déplacent, les condamnés se déplacent, ou plutôt sont déplacés, à mon avis en tout cas, et donc il y a des circulations, et finalement, la ville est transformée au moins ponctuellement, alors plus ou moins ponctuellement en fonction des périodes, mais ça me donne envie, de fait, de vous poser la question inverse presque. Est-ce que le fait d'être en ville, donc d'être dans un espace contraint, avec des bâtiments, avec des rues qui existent déjà en fait, est-ce que le fait d'être en ville, dans un cadre urbain, ça a une influence sur la justice, sur la manière dont la justice est rendue, sur l'exécution peut-être des rituels judiciaires, et donc on va reprendre ici l'ordre chronologique avec d'abord Laura, puis Guillaume, et nous terminerons avec Fabien. Oui, alors la justice doit aussi parfois s'adapter aux contraintes urbaines, aux contraintes inhérentes à l'espace urbain. Je l'évoquais déjà un tout petit peu avec ce déplacement de la place du Salin vers la place Saint-Georges à Toulouse pour les exécutions. Non, je crois que j'avais rien dit là-dessus. Donc avec ce déplacement de la place du Salin vers la place Saint-Georges pour la place des exécutions, ici il s'agit de s'adapter à la présence d'une institution particulière, celle du Parlement de Toulouse. On peut aussi trouver d'autres types d'adaptations qui sont des adaptations beaucoup plus ponctuelles. Par exemple, lorsque le voisinage s'oppose à la tenue d'une exécution à proximité. C'est le cas lorsqu'il y a des fêtes religieuses, par exemple. Donc à ce moment-là, les églises elles-mêmes peuvent s'opposer à ce qu'une exécution ait lieu à proximité. Et donc on a un déplacement tout à fait ponctuel pour une exécution unique du lieu qui est choisi pour ces exécutions, notamment pour les exécutions capitales. Alors les villes peuvent aussi demander elles-mêmes, je vous le disais, il y a une concentration des exécutions dans la ville de Toulouse, exécutions capitales et exécutions non capitales, puisque toutes les condamnations sont confirmées par le Parlement et sont exécutées au plus rapidement, donc sur les lieux. Mais on trouve parfois au sein de la correspondance administrative des négociations de la part d'autres gouvernements urbains, de la part d'autres autorités urbaines, pour obtenir l'exécution dans leur propre ville, puisque le crime a eu lieu dans la ville, dans leur ville, et de fait elles souhaitent pouvoir réaliser l'exécution
là aussi, hein, dans cette perspective d'exemplarité. Donc on trouve plusieurs exemples hein, de ces échanges, de cette correspondance, avec là aussi des adaptations importantes, hein, puisque les autres villes sont moins habituées peut-être que Toulouse à recevoir des exécutions capitales ou non capitales, et donc doivent se fonder sur les réalités urbaines, hein, doivent s'adapter aux réalités urbaines. Alors ce sont souvent les plaintes du voisinage, hein, le plus souvent malgré tout, qui sont à l'origine de cette transformation, plus que les autonomies urbaines. Donc, plaintes du voisinage qui sont liées, je vous le disais, aux fêtes religieuses, mais aussi on s'oppose à la construction d'échafauds permanents, hein, on refuse complètement qu'il y ait un échafaud permanent, ce qui veut dire que pour les condamnations capitales, ce seront toujours des échafauds qui sont construits le jour même, où il faut faire venir des charpentiers, des artisans. On se plaint aussi parfois de la construction de piloris fixes ou de carcans fixes, donc on a des moments de construction, puis ensuite de démolition, et puis on les reconstruit peut-être ailleurs, hein, quelques temps plus tard. Donc ce sont véritablement plutôt ces adaptations ponctuelles hein, que l'on va trouver dans cette perspective de transformation de la justice par la ville. Malgré tout, notamment pour la peine capitale, d'une ville à l'autre, le rituel est toujours sensiblement le même. Et c'est ce qu'on peut noter. Il n'est que très peu réglé par les textes législatifs, mais en fait, hein, on trouve toujours le même enchaînement de gestes, avec l'amende honorable devant toujours la principale église hein, en fonction des territoires, puis ensuite, le plus souvent, une exécution sur la place principale pour les condamnations à mort. Merci Laura. Guillaume ? Oui, alors, donc, pour répondre à ta question, la réponse est oui, au point que pendant la période révolutionnaire, on assiste à un phénomène qui est bien identifié pour l'époque contemporaine, notamment par Emmanuel Taïeb, Fabien en a parlé, c'est celui de la relégation de la guillotine de l'espace public. Moi, ce que j'ai étudié dans ma thèse et essayé de montrer, c'est que en fait, ce phénomène d'occultation, il est extrêmement marqué et bien documenté pour la période contemporaine, mais il a ses racines dans la période révolutionnaire, une période au cours desquelles on essaie déjà de masquer la guillotine et le rituel d'exécution. Ça peut paraître très étrange si on associe la Révolution avec les grandes exécutions, celles de la terreur, etc. Ce n'est absolument pas contradictoire avec le maintien d'une croyance dans le caractère intimidant et dissuasif de la peine capitale, et dans la volonté parfois de mettre en scène certaines exécutions, mais néanmoins on a cette volonté d'occulter progressivement, timidement certes, mais ça y est, la guillotine de l'espace public. Et les arguments avancés pour justifier cette relégation sont très souvent liés à l'urbanité, comme si la ville en tant que telle n'était pas forcément adaptée pour être le lieu des exécutions, ce qui pousse à modifier les dispositifs qui encadrent le rituel judiciaire. Alors évidemment, certains de ces déplacements sont parfois demandés par une partie de la population. À Paris, on sait que la guillotine ne reste que quelques jours place de la Bastille parce que la population du quartier se plaint des effets des exécutions sur le commerce. Donc on va placer la guillotine place du trône renversé. La guillotine est installée, décalée un peu vers l'est, en périphérie. À Bordeaux, par exemple, c'est encore plus marqué, puisqu'à l'été 1794, on est en pleine terreur, la guillotine quitte la place nationale, dans le centre de Bordeaux, pour la périphérie de la ville, à côté d'un cimetière qui s'appelle Mouillecu, parce que les morts étaient dans l'eau un petit peu, il y avait un ancien marais. Un cimetière qui est situé entre les quartiers des Chartrons et Bacalan, pour les Bordelais parmi vous, le long de la Garonne, dans un espace où, fin XVIIIe siècle, il y avait beaucoup d'industrie. Donc ce n'est pas du tout un espace qui est véritablement habité. À Rodez, on observe le même phénomène. La guillotine quitte l'espace public à l'été, au printemps 1794, pour la périphérie de la ville. À Toulouse également, la guillotine qui était place du Capitole est déplacée aux portes de la ville, presque en périphérie de la ville. Et à Toulouse, c'est très bien documenté, on sait que ce sont même les Jacobins, les révolutionnaires parmi les plus affirmés, qui demandent de déplacer la guillotine. Pourquoi ? Parce qu'une exécution a raté à Toulouse. À l'hiver 1794, en février, un noble a été mal exécuté. Il a fallu remonter la lame 2 fois pour lui trancher la tête. Et la foule s'est émue de cet échec de la guillotine. Et dès le lendemain, la guillotine est déplacée pour éviter, et là je cite les Jacobins, que ne se reproduisent de telles scènes dégoûtantes d'horreur et délivrer le regard public de la guillotine. On est en pleine terreur et on veut éviter, si jamais il y a une nouvelle exécution ratée, qu'il y ait trop de monde qui puisse poser les yeux là-dessus. Je reviendrai tout à l'heure sur le sens à donner à des déplacements, enfin en tout cas cette forme de sensibilité-là. Dernier élément pour le rituel, et on va un petit peu avant l'exécution, c'est celui du trajet des condamnés. On a à Paris des rapports d'agents de surveillance qui attestent d'un certain nombre d'évanouissements à la vue de la guillotine ou à la vue
de la charrette des condamnés et qui apporte les condamnés jusqu'au lieu d'exécution, qui amène plutôt les condamnés jusqu'au lieu d'exécution. Alors ces récits insistent souvent sur le fait que ce sont des femmes qui s'évanouiraient, ce qui donc, montre que le texte va prendre avec des précautions, parce que les agents attribuent à la faiblesse supposée des femmes leur cause de leur évanouissement. On voit ici une activation évidemment des préjugés de l'époque sur les sensibilités féminines. Ce qui est intéressant, c'est donc là il y avait deux exemples de récits de tels rapports. Alors quand ce sont des femmes, ce sont souvent soit des femmes enceintes, soit des femmes dont les agents, sans évidemment rien savoir, suspectent qu'elles sont en période de règles, ce qui expliquerait évidemment leur faiblesse supposée. Mais ce qui est intéressant, c'est la conséquence qu'ils en tirent. Ils conseillent à l'administration de prévoir un trajet identique, c'est-à-dire de fixer par la loi le trajet des charrettes de condamnés pour éviter que la population, qui est nombreuse à Paris, si elle n'a pas envie d'assister aux exécutions, eh bien, elle puisse emprunter un autre chemin. Donc, c'est-à-dire qu'on veut reconfigurer la ville, en tout cas, on veut adapter l'exécution à la densité de population. Donc, on a de fait une vraie inquiétude sur les effets du spectacle de l'exécution capitale sur les spectateurs, y compris pendant la terreur. Merci Guillaume. Fabien ? Oui, alors pour l'époque contemporaine, effectivement, les exécutions s'adaptent aussi aux contraintes de la ville, et notamment le développement urbain, qui est alors très fort, et la circulation. Donc finalement, ces exécutions qui avaient lieu au cœur de la ville eh bien, sont repoussées le plus souvent en périphérie, une périphérie qui peut être géographique, mais aussi sociale le plus souvent. La ville du 19e et du 1er 20e siècle, c'est également une ville de la vitesse. Et donc, cette ville de la vitesse eh bien, va entrer en quelque sorte en collision avec ce rituel, avec cette cérémonie de l'exécution qui est finalement très très lente. Et donc, là, on va avoir tout un tas de témoignages qui se plaignent finalement de cette lenteur qui eh bien, prolonge l'agonie finalement du condamné à mort. Et donc on va eh bien, raccourcir ce cérémonial, ce rituel, notamment, et on disait tout à l'heure qu'en 1939, eh bien, les guillotines rentrent à l'intérieur des prisons, mais avant cela, elles ont déjà été rapprochées des prisons. C'est-à-dire que pour écourter le trajet qui mène le condamné à mort de sa cellule jusqu'à la guillotine, eh bien, on va placer la guillotine le plus souvent devant la porte des prisons. Donc, ce qui permet de diminuer le temps de l'exécution et surtout d'éviter que le condamné à mort ne traverse justement la foule. Je parlais tout à l'heure de la libération. Et ben voilà, la libération, c'est exactement ce qu'on trouve dans les premières semaines, c'est-à-dire des condamnés à mort qui doivent affronter la population en plus de leur exécution. Et donc, ce qu'on constate également, c'est que finalement, eh bien, les activités économiques prennent le pas, les plaisirs aussi, les spectacles au 19e, et donc, même si l'exécution peut être dans un sens considérée comme un spectacle comme un autre, eh bien, la concurrence, elle peut être acharnée avec d'autres spectacles. On peut penser à des loisirs comme le cinéma, par exemple. Et surtout, eh bien, on va bannir de ces villes les émotions trop fortes et les violences. Toutes les souffrances visibles, finalement, ce qui incommode les sens va être rejeté à l'extérieur des villes. Le 19e, la première moitié du 20e sont des périodes de forte hygiénisation. Et donc, eh bien, on cherche à protéger les corps des infections, des agressions olfactives qui sont elles-mêmes jugées infectieuses. On va rejeter aussi les lieux considérés comme angoissants à l'extérieur des villes, comme les cimetières, comme les prisons aussi. Et également, eh bien, toutes les formes de violence, comme les violences envers les animaux. Donc finalement, la dimension sanglante et angoissante est rejetée à l'extérieur des villes. Alors là, du coup, la presse est très vigilante sur les ratés des exécutions. Parce que les ratés des exécutions, non seulement effectivement amènent à voir le sang, ralentissent le cérémonial que j'évoquais tout à l'heure. Et donc là, je vous ai mis juste une petite citation. On est à l'exécution de Léon Jean et le bourreau Louis Desblair laisse tomber la tête du condamné qui roule dans la boue devant les yeux des spectateurs. Et donc un journaliste du Cri du Peuple écrit alors, je cite, « Jamais nous n'avons rien vu d'aussi effrayant et nous ne concevons pas qu'on laisse plus longtemps à un maladroit et un trembleur comme Desblair l'emploi important d'exécuteurs des hautes œuvres. » Donc là, on voit bien qu'il y a une dimension aussi, on y reviendra tout à l'heure, des émotions à prendre en compte qui évoluent au 19e et au 1er 20e.
Donc si je devais résumer, on excentre finalement les exécutions. Elles doivent être accessibles visuellement, mais pas trop. Hein, ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on va souvent choisir des angles de rue plus que des places pour mieux les contrôler. Mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait des arbres, des immeubles qui empêchent une vision trop large. Et quand on n'a pas tout ça, eh ben, on trouve des subterfuges. Vous voyez ici que vous avez une exécution, hein, on est en 1880. Et pour couper la vision de la foule, eh bien, on va mettre finalement le fourgon de l'exécuteur juste devant. Alors les personnes que vous avez tout autour, vous le voyez notamment avec les chapeaux, mais pas seulement, ce sont des personnes qui ont obtenu des coupe-fils. Donc souvent des gens qui sont issus de la bourgeoisie et qui payent pour voir l'exécution de plus près. Mais la foule, elle, la population, est rejetée beaucoup plus loin, à 50 mètres, voire à 100 mètres hein, du lieu d'exécution. Donc finalement, elle ne voit pas grand-chose, surtout que depuis 1870, on a enlevé l'échafaud. Donc évidemment, la guillotine n'est plus surélevée. Hein, et donc certains d'ailleurs critiquent ce choix, puisqu'ils comparent l'exécution à une exécution de cochon, par exemple. Hein, les humains sont traités comme des animaux, finalement. Merci à vous trois. Donc on comprend avec vos réponses que, et c'est commun je crois à vos trois terrains de recherche, que la ville quand même, le fait d'être dans un espace urbain, ça influence l'exécution des rituels judiciaires, notamment parce que ça incite parfois les autorités à déplacer les lieux de ces rituels judiciaires en fonction des circonstances, en fonction des temps de la vie urbaine, et c'est ce sur quoi vous avez conclu tous les trois, en fonction aussi des effets et des plaintes que peuvent avoir ces rituels judiciaires, en particulier les peines capitales, sur les populations. Mais ça m'amène directement à ma question suivante, parce que on le voyait très bien d'ailleurs sur toutes les représentations iconographiques que vous nous avez montrées, il y a toujours du monde, et parfois beaucoup de monde, qui assiste à ces rituels judiciaires, particulièrement aux peines capitales. Alors, quelle est la réaction de ces spectateurs et de ces spectatrices ? Est-ce que ces réactions ont un impact sur les rituels ? Là, vous avez déjà un petit peu répondu, mais vous aurez peut-être des choses à rajouter. Et comment les populations urbaines réclament-elles les rituels ? Parfois, j'imagine que ça arrive. Est-ce qu'au contraire, elles s'y opposent ? Bref, je me résume en un mot. Comment les populations urbaines, par leurs exigences, par leurs réactions, par leurs émotions peut-être aussi, influencent-elles les rituels judiciaires ? Et je donne la parole d'abord à Guillaume, ensuite ce sera Fabien, et on terminera avec Laura. Mais tu es extrêmement bien menée, puisque je vais en profiter pour rebondir sur ce que disait Fabien, et insister en effet sur ce caractère dégoûtant que prend l'exécution capitale pour un pan de la population, y compris pendant la période révolutionnaire. Et c'est ce caractère, je crois pas que j'ai l'image. Ah d'accord. C'est ce caractère dégoûtant qui justifie les déplacements de la guillotine dont je vous ai parlé, et notamment le caractère sanglant. Hein. À Bordeaux, je vous dis, la guillotine était déplacée le long de la Garonne, en périphérie de la ville. Eh bien, c'est la présence du sang répandu sur la place nationale qui inquiète les autorités municipales, et ce sont souvent les autorités municipales, hein, les municipalités qui essayent de justifier les déplacements des guillotines. À Paris, les autorités s'inquiètent aussi de ce que les chiens viennent boire dans les mares de sang qui se sont formées au pied de l'échafaud, surtout quand il y a plusieurs exécutions à la suite. À Rodez, on s'inquiète du développement de maladies, ce qui fait un lien avec le souci de l'hygiène, des maladies qui se répandraient dans la ville parce que le sang, du fait de l'irrégularité des pavés de la place où est installée la guillotine, descendrait en longs sillons sanguinolents dans les quartiers alentours, et la population dit que c'est très mauvais pour l'hygiène. On retrouve la même chose à Cambrai, par exemple, dans le Nord. À Dijon, et on a une source intéressante, donc je vous la livre, en décembre 1794, une pétition des riverains de la place Morimont demande le déplacement de la guillotine à leur tour, et pour eux, ils disent « Cet appareil toujours effrayant ne doit plus paraître sur notre place, cela épargnerait aux âmes délicates et sensibles ce spectacle de sang que la proximité de leur domicile les force à voir malgré eux. » On a vraiment l'idée que le spectacle de la guillotine ne doit pas importuner les sensibilités des bons citoyens. Alors quelle réponse ? Déplacer la guillotine, on l'a dit, mais aussi atténuer le caractère sanglant de l'exécution, par exemple en peignant la guillotine en rouge. La plupart des guillotines révolutionnaires, elles ne sont pas marron, elles sont peintes en rouge pour éviter on puisse voir les éclaboussures de sang. Recouvrir de chaux ou de sciure de bois l'espace qui est sous la guillotine, ou à Bordeaux par exemple, avant de déplacer la guillotine, on installe une grosse barrique qui est censée récupérer le sang des condamnés qui goutte le long de l'échafaud. On ordonne aussi de couvrir le cadavre, les dépouilles des décapités, une fois pour préserver les sensibilités.
Tout ça pour dire que la guillotine donne une actualité aiguë à la peur du sang et aux interrogations sanitaires de la fin du XVIIIe siècle, au cours de laquelle la bourgeoisie urbaine exprime son dégoût du sale, du nauséabond et l'appuie par des considérations sanitaires et hygiénistes. Et on pourrait croire que c'est une vue de bourgeois des villes, mais en réalité, les rapports de surveillance montrent que dans Paris, y compris du côté des couches populaires, la guillotine, elle est certes valorisée en théorie et en principe comme un outil pour punir les ennemis de la Révolution, ceux qui affament le peuple, mais elle est aussi, à partir du printemps et de l'été 1794, décrite comme un objet de plus en plus dégoûtant, dont il faudrait limiter la visibilité. Et je pense que donc, ce mouvement d'invisibilisation progressive de la guillotine, qui puise ses racines donc, dans les sensibilités de la période révolutionnaire, est très lié finalement à la réalité quantitative, c'est-à-dire des exécutions qui augmentent entre 1793 et 1794, des exécutions qui augmentent dans une telle proportion qu'elles révèlent des considérations sensibles, des seuils finalement de sensibilité des élites et des groupes populaires face au spectacle de la mort. Pour le dire autrement, le seuil de tolérance face à la guillotine évolue en fonction du nombre des exécutions, ce qui, je pense, permet de comprendre pourquoi, avec la période napoléonienne, où les exécutions sont moins nombreuses, eh bien, ce rejet de la guillotine et ce dégoût du sang et du sale s'atténue progressivement et il est beaucoup moins marqué lors de la période napoléonienne. Merci. Fabien. Relativement rapidement aussi, ce sera la consigne pour la question suivante, puisque malheureusement l'heure tourne. Bon, alors je vais essayer d'être rapide, même si c'était le point sur lequel je vais essayer. Non, mais je comprends. Donc oui, au 19e, 20e siècle, on passe finalement d'une exécution qui est un spectacle familier à une exécution publique qui est jugée obscène. Alors plusieurs raisons à cela. D'une part, les exécutions sont de plus en plus rares. La peine principale, c'est évidemment la prison, hein, c'est ce que Foucault appelle le grand renfermement. Donc effectivement, la peine de mort et l'exécution est de plus en plus rare au fil des années. Aussi, on constate que l'exécution a perdu de son caractère exemplaire. Il faut bien comprendre qu'auparavant, on venait assister à une belle mort, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on venait assister au repentir du condamné à mort, qui devait participer en quelque sorte à sa propre exécution. Hein, c'était une mise à mort sans brutalité, et la belle mort, c'était un condamné à mort qui versait des aveux ou des remords, et ça change progressivement. Fin 19e, début 20e, il y a de plus en plus de condamnés qui se rebiffent, entre guillemets, hein, qui prononcent des injures, qui refusent le secours religieux et qui multiplient les gestes de subversion. Là aussi où l'exécution perd son caractère exemplaire, c'est la présence, et ça c'est souligné dans la presse, hein, de nombreux scandales. Alors la presse insiste beaucoup, ça devient même un stéréotype, hein, le scandale dans la presse, parce que la presse finalement espère que devenir le seul moyen de publicité, que l'exécution soit rentrée à l'intérieur des prisons et que les journaux soient le seul moyen de diffuser l'information. Donc ils insistent beaucoup là-dessus. Mais il n'empêche que, et vous le voyez sur ces images, on peut venir assister à une exécution en amenant son échelle, on mange, on boit, on se saisit des balcons pour mieux voir l'exécution. Et un autre stéréotype qui revient souvent, c'est les femmes, ce sont les femmes qui tremperaient leur mouchoir dans le sang des exécutés. Alors moi je le retrouve également à la Libération, j'ai rien qui permette d'affirmer cela, mais en tout cas c'est quelque chose qui revient par-ci par-là, parce qu'on attribue une valeur en quelque sorte magique, sacrée au sang des condamnés à mort. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que les élites principalement, et notamment dans les journaux, c'est cette version qui va se diffuser, on diffuse des bonnes manières d'assister à l'exécution, justement en contrepoint de ces manières que vous avez à l'écran. Et donc, il faut faire preuve dorénavant de gravité, de recueillement, de maîtrise de soi. Et donc, il y a un certain regard martial sur l'exécution qui est intéressant à observer. C'est-à-dire qu'on considère que le condamné à mort doit faire preuve de courage, qu'il doit assumer sa responsabilité, et c'est dit tel quel, sa responsabilité d'homme, et donc faire preuve de courage face à la guillotine ou au peloton d'exécution. Et donc quand il s'agit d'une femme qui se rend à un peloton d'exécution, j'ai 2 cas au moins pour la Libération, et qu'il ne tremble pas, qu'elle ne s'évanouisse pas, ceux qui sont présents sont très étonnés, parce qu'on attend d'une femme condamnée à mort qui va se faire exécuter, qu'elle tombe dans les pommes ou qu'elle se sente mal, et là on a vraiment des descriptions
sur des femmes qui se comportent en hommes. Alors, bien évidemment, on a des témoignages de condamnés à mort qui font preuve de courage. J'ai relevé quelques exemples qui m'ont paru un peu croustillants. Alfred Peunier, qui est au Peugnès d'ailleurs, qui est exécuté à la fin du 19e, à la Roquette, il multiplie les bons mots à la sortie de la prison. Et donc, il va, quand il sort de prison, crier « présenter armes » aux soldats qui vont s'exécuter, puisqu'ils ont tellement l'habitude de le faire qu'ils s'exécutent. Et quand on lui coupe sa chemise pour l'amener à la guillotine, puisque les épaules doivent être à nu, il précise « c'est vrai qu'il ne faudrait pas que j'attrape une fluxion de poitrine ». Landru aussi, on lui propose une dernière cigarette et un verre, il nous dit que c'est mauvais pour la santé. Et Lassner, qui se fait exécuter un lundi, précise que c'est une semaine qui commence mal. Alors bon, ces témoignages, on en a effectivement quelques-uns, mais autant vous le dire tout de suite, c'est pas la majorité des condamnés à mort. Mais pour revenir sur le caractère martial, et je finirai vraiment là-dessus, on attend du condamné à mort qu'il soit courageux, qu'il fasse preuve de virilité, mais on attend cela aussi dorénavant de la foule. C'est-à-dire que l'exécution devient un endroit où l'on vient, où l'on se rend aussi pour se tester, pour se faire peur, entre guillemets. Et donc, c'est l'occasion de, là aussi, faire preuve de virilité. Et donc, le moindre signe de défaillement, j'ai l'image de Clémenceau qui assiste à une exécution fin 19e et qui se sent pas très bien, il va être moqué ensuite, Clémenceau, justement, parce qu'il n'a pas su assumer, ou en tout cas rester fort face à une exécution. Merci Fabien. Laura? Je vais essayer de faire court aussi. Alors, ce que l'on note, c'est dans les sources une apparente passivité des foules. C'est vraiment très difficile de voir les foules devant les exécutions autrement que dans une espèce de passivité, dans son unicité aussi. Malgré tout, ce que l'on peut voir dans les chroniques en particulier, c'est une affluence qui serait supérieure lorsque les exécutions sont assez rares. Et donc, une espèce d'attrait pour les exécutions plus qu'on observe moins souvent. C'est le cas pour la décapitation. Il y a un seul cas d'une triple décapitation à Toulouse. C'est le cas aussi de cette gravure qu'on avait choisie pour illustrer notre table ronde, qu'on appelle à Toulouse le rituel de l'asinade, donc qui consiste à monter une maquerelle à l'envers sur un âne, la tête tournée vers la queue. Donc c'est un rituel de dégradation, bien sûr, spécifique, ou en tout cas bien plus régulièrement appliqué aux femmes. Donc là, on aurait une influence supérieure, mais encore une fois, ce que l'on lit dans les sources, c'est surtout une espèce d'adhésion, une adhésion en apparence toujours partagée de la part des spectateurs face à une exécution capitale ou non. Alors malgré tout, on trouve quelques petites exceptions à cela, notamment lorsque la violence dépasse le cadre légal. Là, je reprends aussi ce que vous avez pu dire. Lorsque le bourreau est ivre, par exemple, lorsqu'il exécute mal la peine. Donc, on a à Toulouse un exemple d'un bourreau ivre, justement, qui exécute par la roue et qui oublie de faire le tour du condamné et lui donne un coup au lieu de le faire sur les bras, mais sur la tête. Ce qui occasionne bien sûr des souffrances et une mort qui est perçue comme complètement anormale. Donc là, dans les chroniques, on peut voir un murmure au sein de la foule, donc on imagine malgré tout qu'on rejette complètement cette violence qui du coup dépasse le cadre légal, et donc il y a une sensibilité à l'administration normale des souffrances et à ce qui est considéré comme complètement anormal. Alors on trouve aussi quelques cas qui montrent que le corps des condamnés à mort est un véritable repoussoir. Donc, je l'ai un peu dit déjà avec les fourches patibulaires. Les habitants à proximité des fourches patibulaires de Toulouse s'opposent très régulièrement à ces fourches et souhaitent leur destruction, ce qui fait aussi l'objet d'une publicisation dans la presse, donc ici dans les affiches et annonces de Toulouse. On montre aussi que les vapeurs méphytiques poseraient problème pour les femmes enceintes, donc gêneraient la grossesse. Donc là aussi, la question olfactive qui est très présente. Et à Nîmes, on réfléchit longuement et on négocie longuement pour savoir où il faudrait déplacer les fourches patibulaires pour qu'elles soient très visibles d'un grand chemin, mais en même temps qu'elles ne gênent pas par les odeurs les individus qui se rendent en ville. Donc ça fait l'objet d'une correspondance importante avec l'intendant pour trouver le lieu idoine, vraiment le lieu idéal pour placer les fourches patibulaires sans gêner leur accessibilité, en tout cas du point de vue visuel. De la même manière, dans la question olfactive, on trouve aussi une sensibilité à la question du bûcher. Et à Montpellier, une exécution qui implique le bûcher d'un homme accusé de bestialité et d'une ânesse, donc de l'ânesse avec laquelle il s'est adonné au crime de bestialité, au début du XVIIIe siècle, fait là aussi l'objet de plusieurs déplacements en amont, puisque le bûcher sent beaucoup, et donc il faut ordonner l'exécution en dehors de la ville et non pas sur la place centrale. On craint que l'odeur reste et persiste longtemps et gêne très durablement les populations. Donc on a malgré tout ces quelques exemples qui montrent qu'on ne tente
qu'on tente de ne pas trop gêner non plus. Il faut que les exécutions soient visibles, qu'elles soient marquantes, la justice est exemplaire, mais il ne faut pas gêner trop durablement les habitants. Alors j'en termine là-dessus, donc le corps des condamnés c'est un repoussoir, mais c'est aussi un enjeu important pour une partie des gens, c'est-à-dire notamment pour les chirurgiens et les médecins, et c'est le cas pour toutes les périodes, là je pense que vous serez tous d'accord, mais les chirurgiens et les médecins, eux, cherchent à récupérer les corps des condamnés à mort pour pratiquer des dissections anatomiques. Et on trouve aussi, dans le cadre des sources toulousaines et montpelliéraines, quelques pratiques mystiques, disons, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, avec une affaire assez exceptionnelle d'une tête récupérée aux fourches patibulaires pour pratiquer un rituel supposé rendre l'auteur, la personne qui a récupéré cette tête, supposé le rendre riche. Donc on trouve toujours la persistance, cette idée toujours du corps du condamné à mort comme repoussoir, mais aussi comme teinté de magie en raison de cette mort légale, cette mort collective exécutée devant toutes et tous. Donc cet individu est ensuite sanctionné d'avoir récupéré, d'avoir volé la tête aux fourches patibulaires, bien sûr, et il dit lui-même que cela n'a pas fonctionné, ça ne l'a pas rendu riche. Quel dommage. Alors merci pour vos réponses, et on sent bien qu'en fait il y a toujours une espèce de tension entre les sensibilités des spectateurs et spectatrices qu'il faudrait éviter de heurter au maximum, mais en même temps quand même des formes de fascination de la part d'un public éventuel. On termine cette table ronde avec une toute dernière question pour laquelle vous avez 1 minute chacune pour répondre. Attention. Qu'en est-il de la mémoire de la justice urbaine ? J'entends par là, sur les terrains que vous connaissez, que vous travaillez régulièrement, est-ce qu'il existe d'abord une mémoire de ces rituels ? Est-ce qu'ils ont laissé des marques dans l'espace urbain, des marques que peut-être on peut voir encore aujourd'hui ? Ou est-ce qu'au contraire, vous observez plutôt une volonté d'effacer toutes les traces de ces rituels, d'autant plus que ce sont des choses qui, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais qui ont plutôt tendance à embarrasser nos sociétés contemporaines. Est-ce que vous avez des marques de mémoire ? D'abord Fabien, puis Laura, puis Guillaume, en 1 minute maximum. J'ai le chronomètre. On tente. Non, moi je vais être relativement bref, parce qu'effectivement si on se concentre sur la mémoire urbaine, alors il est bien évidemment les collaborateurs et les collaboratrices que j'ai étudiés, leur mémoire est complètement marginalisée, donc il n'y a pas effectivement de traces dans l'espace urbain réservé aux collaborateurs, ça c'est une certitude. On trouve par contre des plaques effectivement pour les résistants, bien évidemment, là c'est une mémoire beaucoup plus importante, beaucoup plus forte dans notre société. Et alors du coup j'ai été regarder un petit peu effectivement pour le 19e et le 20e. Alors ça reste très discret bien évidemment, mais vous êtes ici, vous voyez, devant la prison, l'ancienne prison de la Roquette qui n'existe plus aujourd'hui, qui est à Paris. Et donc on a gardé, vous le voyez sur l'image en haut, en bas à droite, les dalles qui servaient à maintenir ou plutôt à équilibrer l'échafaud devant la prison de la Roquette. Donc vous en avez 5, on les voit très bien sur cette peinture à gauche, et donc qui ont été conservés, donc qui sont rue de la Roquette aujourd'hui. Mais force est de constater que c'est une mémoire tout de même qui est très très discrète. On voit bien qu'effectivement les exécutions ne sont pas... Il y a une fascination et une mémoire très importante, je pense, de la guillotine en tant qu'objet et l'imaginaire qu'elle charrie. Ensuite, sur effectivement les lieux d'exécution, c'est beaucoup plus discret, en tout cas pour la période contemporaine. Mais il faut en discuter après. Merci. Laura ? Oui, alors je pense qu'il y a aussi là pour la justice d'Ancien Régime un imaginaire très marqué par les bûchers notamment de la justice ancienne. En réalité, on trouve très peu de marques dans l'espace urbain actuellement des lieux de l'exécution, de cette mémoire de l'exécution. Alors ici, l'exemple du square Jean Calas, donc Jean Calas qui a été exécuté à Toulouse en 1762. Alors la place Saint-Georges où il a été exécuté a très brièvement été renommée place Jean Calas, justement, pendant la Révolution 1794. Ça n'a pas duré. Et une plaque commémorative en hommage à Jean Calas a été installée à Toulouse en 1995, puis changée en 2005. C'est celle que vous avez ici, avec un square sur la place Saint-Georges qui s'appelle justement le square Jean Calas, mais pas toute la place Saint-Georges. Alors à Montpellier aussi, lors de travaux récents, il y a eu des panneaux explicatifs temporaires qui expliquaient le martyre de pasteurs protestants qui là aussi ont été exécutés à mort pour une partie. Ce que l'on peut noter en fait, c'est que la politique de mise en mémoire contemporaine, elle concerne essentiellement l'intolérance religieuse et assez peu en fait les condamnés de droit commun qui ont été ordinairement exécutés
à mort ou à d'autres peines, partout en fait dans la ville de Toulouse, mais aussi assez régulièrement dans la ville de Montpellier. Donc véritablement une politique plutôt de mise en mémoire de l'intolérance religieuse que de la justice d'Ancien Régime. Merci. Et on conclut avec Guillaume. Je vais faire Une minute. Je vais faire rapide. Les traces urbaines, celle-là tu peux passer. Voilà, c'est bon. Les traces urbaines, donc en effet, sont assez peu liées à la guillotine, elles sont plutôt liées au cimetière des guillotinés, notamment côté royaliste, puisque dès le directoire et plus encore pendant le consulat, se développe une véritable politique du deuil qui a été bien identifiée par Emmanuel Furex, qui pour les royalistes passe par un investissement de cet espace funéraire de l'effroi, c'est-à-dire des cimetières des guillotinés. La noblesse va sacraliser ces espaces en y lançant des souscriptions, on y évèque des chapelles, on y célèbre des messes en mémoire des victimes de la terreur, et donc les cimetières de la Révolution deviennent des hauts lieux de la mémoire et du deuil côté royaliste, alors même qu'il n'y a pas du tout que des royalistes. Voilà. Et avec la Restauration, Louis XVIII fait certes exhumer les restes de Louis XVI et Marie-Antoinette, mais il fait ériger une chapelle expiatoire sur l'espace du cimetière, qui est donc la chapelle expiatoire qui est encore présente à Paris. Il y avait beaucoup d'autres, Hébert par exemple, qui est un révolutionnaire très radical, il était enterré, mais bon. Donc en gros, la mémoire royaliste a récupéré les cimetières de la terreur pour en faire un lieu de patrimonialisation et de souvenir, de commémoration des victimes royalistes de la terreur. Ailleurs qu'à Paris, cette mémoire s'est focalisée surtout sur les clercs, les religieux exécutés pendant la terreur, considérés comme des martyrs tout au long du XIXe siècle, et cette mémoire investie par l'Église catholique et les fidèles est caractérisée par la présence de plaques, notamment dans les églises, qui rappellent les clercs qui ont été exécutés localement. C'est surtout présent dans l'ouest de la France, dans les espaces concernés par les guerres de Vendée. Alors côté révolution, on va dire côté plus révolutionnaire, on a assez peu de traces, si ce n'est en 1989, lors du bicentenaire de la Révolution française, dans une optique pédagogique, la mairie de Paris avait fait poser des plaques pour rappeler les lieux d'emplacement de la guillotine. Vous avez ici les différentes plaques, voilà, qui ont été apposées en 1989 à l'initiative de la mairie de Paris. Mais c'est les seules traces qu'on a, et c'est surtout, quasi uniquement à Paris. Merci beaucoup à tous les trois pour cette belle table ronde. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir géré le temps comme des chefs. Je ne vais pas parler davantage parce qu'on a déjà bien trop parlé. Il nous reste environ un quart d'heure, donc la parole est à vous. Merci beaucoup pour votre exposé. J'ai une question pour vous, monsieur Debat. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure un seul cas avéré de monstration de tête, justement pendant les exécutions. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Oui. Alors le cas le plus célèbre et le plus mieux documenté, c'est celui de Louis XVI. Donc on a montré la tête. Il est fort probable que la tête de Marie-Antoinette et de quelques autres guillotinés parisiens ont pu être montrés, mais ce geste n'est absolument pas récurrent. Alors dans l'imaginaire, il est extrêmement présenté. Il n'est quasiment pas répandu dans le reste du territoire, dans l'Ouest notamment. Moi j'ai trouvé un seul cas, et encore, la mention de cette monstration de la tête est faite par des gens qui veulent dénoncer le bourreau en question dans le cadre du règlement de compte après la terreur. Et donc, généralement, en fait, les récits de monstration de la tête, ils sont écrits après la terreur pour justifier du caractère terroriste de la personne qu'on dénonce. C'est devenu une espèce de lieu commun. Vous êtes un terroriste si vous avez demandé à ce qu'on montre la tête du condamné, ou si vous-même, en tant que bourreau, vous avez montré la tête. Donc ce geste, on sait qu'il a existé pour l'exécution de Louis XVI, on pense qu'il a existé pour quelques autres exécutions, mais on n'en est absolument pas sûr. Et par exemple, en 1987, dans son ouvrage « La guillotine et l'imaginaire de la terreur », Daniel Arras accorde une très très grande place à la monstration de la tête. Or, dans les sources, en fait, c'est pas du tout un geste qui est si répandu que ça. Donc, il est difficile de lui donner une symbolique extrêmement forte. Et celle de Danton? Celle de Danton, il y a la fameuse phrase « Tu montreras ma tête, elle vaut au peuple la peine d'être revue ». Là, la phrase, elle n'est pas certaine qu'elle ait été prononcée non plus par Danton, et il n'est pas certain non plus que sa tête ait été montrée également. Voilà. Or, dans l'iconographie, notamment dans les films, on le voit très souvent. Mais si vous reprenez l'iconographie où on voit des têtes montrées, c'est quasiment tout le temps la tête de Louis XVI. Voilà. Ou quand elles sont montées sur le modèle de la tête de Louis XVI. Je m'explique, il y a une gravure célèbre qui s'appelle Matière à réflexion pour les jongleurs couronnés, où on voit juste une main qui tend la tête de Louis XVI. Et en fait, ce modèle-là, il est repris dans un certain nombre d'images, mais pour assez peu de personnes. Marie-Antoinette et un général, Custine, qui est condamné à mort pour avoir trahi la Révolution, enfin, supposément trahi la Révolution. Mais c'est peu répandu. Voilà, c'est pas du tout un élément répandu et donc caractéristique du rituel d'exécution.
Et j'en profite parce que j'entendais ça, Charlotte Corday avec l'histoire du visage rougi, enfin ça pose la question de la mort après la mort. Alors Charlotte Corday a fait partie des cas où vraisemblablement la tête a été montrée, mais c'est donc l'aide du bourreau, c'est pas le bourreau, giflerait, souffletterait la tête qui rougirait, donc ce qui nourrirait l'imaginaire par la suite. D'une part, cette tête du bourreau, il est réprimandé, y compris au sein de l'Assemblée, pour avoir fait ce geste-là. Et le bourreau lui-même est réprimandé pour avoir laissé en fait la monstration de la tête se faire et le soufflet être infligé à la tête. C'est une manière où on n'a pas à maltraiter la tête post-mortem. Donc en gros, ce qu'il fait, ça fait une dizaine de cas sur à peu près entre 13 et 16 000 exécutions pendant la Révolution. Vous avez parlé d'une pétition qui avait été faite à Dijon pour protester. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas de protestation d'un grand nombre de populations dans des villes pour demander l'arrêt de ces exécutions publiques? Oui, alors pas tellement l'arrêt, en tout cas le fait de déplacer la guillotine. À Paris, donc pour la place de la Bastille, il y a aussi des commerçants qui se plaignent. À Rodez, les commerçants se plaignent également. À Cambrai, la population se plaigne aussi. À Toulouse et à Bordeaux. En fait, dans la plupart des cas où la guillotine est déplacée, la municipalité s'en saisit. On va dire, je vais peut-être donner le pourcentage, mais il y a un bon tiers des déplacements qui sont d'abord motivés par des plaintes de la part de la population. Voilà. Et ensuite, la municipalité s'en saisit. Parfois, elle s'en saisit d'elle-même, parfois d'elle-même, elle décide de déplacer la guillotine. Mais dans à peu près un tiers des déplacements que j'ai étudiés, j'ai travaillé dans une cinquantaine de départements et dans à peu près plus de la moitié, la guillotine est déplacée à un moment donné au nom de raisons, pour ces raisons de sensibilité. Donc voilà, outre Dijon, on retrouve à Paris, à Toulouse, à Cambrai, à Angers également, et j'en oublie un, à Rodez. Voilà, C'était en quel... Alors ces plaintes elles sont dans un seul cas fin de l'année 1793, sinon elles sont au cours de l'année 1794, et pour une grande partie avant l'été 1794, donc pour une moitié, on va dire une grosse moitié, donc avant la fin de la Terreur, avant l'exécution de Robespierre, et pour une autre moitié après la Terreur, quand on a continué à laisser la guillotine dresser en permanence, et on dit bon, on n'a vraiment plus besoin. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est juste une remarque. Moi, j'ai pas mal marché dans la France profonde. Il y a beaucoup de places du pilori, et quelquefois le pilori y est encore. Pour le pilori, c'est vrai, on en trouve encore. C'est plutôt sur les exécutions capitales où là, on ne trouve pas, mais il n'y avait pas de construction déjà à l'époque moderne d'échafauds permanents. On ne veut absolument pas construire d'échafauds permanents, on s'y oppose. D'ailleurs, je voulais aussi le dire tout à l'heure, mais j'ai un peu raccourci, on s'oppose aussi à participer à l'exécution capitale. Les gens ne veulent pas participer à l'exécution capitale, y compris en construisant les instruments suppliciaires. Et donc à Castres, par exemple, on a une exécution dans les années 1730 d'une femme à un arbre, pendue à un arbre par le bourreau, parce que lorsque les magistrats arrivent sur la place, l'échafaud n'est pas construit, alors qu'on avait demandé plusieurs fois aux habitants de le construire, et donc le bourreau exécute quand même, mais en pendant un arbre, ce qui symboliquement ne convient pas du tout, hein, puisque là on est en dehors de tout processus légal, c'est complètement anormal. Alors pour les pilories, oui, ça on en trouve encore, et ce sont les seules constructions permanentes qu'on trouve déjà à l'époque moderne, en fait, pour exposer les individus dans le cadre de cette peine infamante. Ça, oui. Et je rebondis en une phrase sur ce qu'a dit Laura. Le peu d'entrain que mettent les artisans à participer à l'exécution, on le retrouve aussi pendant la Révolution. À Nantes, à l'hiver 1793-1794, la municipalité doit ordonner à la garde nationale d'aller chercher les menuisiers chez eux pour les forcer à venir dresser l'échafaud, parce qu'aucun menuisier ne veut venir dresser l'échafaud, parce qu'il est dégoûté par cette proximité avec l'exécution capitale. Et dans de très nombreuses villes, les bourreaux disent « je ne peux pas procéder à l'exécution parce qu'il n'y a aucun charpentier qui vienne venir m'aider à dresser l'échafaud pour y monter la guillotine dessus ». Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi à l'époque contemporaine, ce refus de participer aux exécutions? Alors oui, c'est-à-dire que
Vous voyez la photographie que j'ai montrée de Weinman au début de la table ronde, c'est une exécution qui a fait beaucoup polémique. On a beaucoup critiqué effectivement l'attitude de la population, c'était encore avant tout voilà, ici. Finalement, bon, il n'y a pas une foule d'ayants, vous voyez, à cette exécution. On est en 1939, donc on constate effectivement un essoufflement très fort. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je parlais du rituel du cérémonial, eh ben, il y a plein de changements. Alors là aussi, on en parlait tout à l'heure, j'ai parlé de la suppression de l'échafaud qui permet de moins voir l'exécution en 1870. On va élargir le périmètre au-delà duquel est tenue la foule, donc elle voit encore moins bien. Les exécutions ont lieu de plus en plus tôt, ça je l'évoquais aussi, ça permet aussi d'avoir une exécution plus discrète. Et puis on essaye de garder secret le plus tardivement possible l'exécution, ce qui est relativement paradoxal puisqu'on parle d'exécution publique. Et puis à partir de 1909, c'est pour ça aussi que l'exécution de Weinman fait polémique, logiquement il n'y a pas le droit de prendre de photographies. Donc là, voilà, c'est des photographies qui sont prises illégalement. Et puis l'arraisonnement pénitentiaire, voilà, le fait de coller cette guillotine à la prison pour que ce soit plus rapide et ensuite de la rentrer à l'intérieur de la prison, montre bien finalement que c'était un système qui était à bout de souffle. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Alors déjà, je vais compléter juste sur l'époque contemporaine. Il faut aussi dire qu'une fois que la guillotine est construite, on n'y touche quasiment plus. C'est-à-dire qu'il a suffi que les exécuteurs la fassent construire au fin 19e, début 20e, et c'est quasiment la même qui va durer pendant tout le siècle. On en fait reconstruire par les ateliers militaires dans les années 60, mais qui ne servira pas. Et ça à Marseille, non? Je sais plus où est-ce qu'elle est passée. Et sur les artisans aussi, ça me fait penser au film La Veuve de Saint-Pierre, qui est basé sur un vrai fait divers, et où celui qui a accepté de faire l'exécution est obligé de s'exiler après, obligé de quitter l'île parce que non seulement il est ostracisé par les autres habitants qui n'ont pas voulu y participer, et on refuse son argent même. Donc c'est l'argent du sang, et donc il est obligé de repartir en métropole. Le gouverneur lui paye le billet pour la métropole parce que voilà, c'est plus possible. Alors j'avais une question plutôt pour l'époque moderne. Alors ça m'intéressait le truc des pickpockets à l'époque révolutionnaire, et je voulais savoir si on voyait déjà ça aussi avant en fait. À partir de quand la foule autour des échafauds est vue comme potentiellement criminelle, et voire l'exécution qui aurait un effet criminogène en fait. Je ne saurais pas dire à partir de quand, mais en tout cas c'est quelque chose que je retrouve sur toute la période. Donc moi je travaille de 1670 à 1789, je m'arrête justement à la Révolution, et on trouve justement des procédures judiciaires qui nous renseignent incidemment, alors il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-unes, qui nous renseignent incidemment sur l'exécution, justement parce qu'il y a eu un vol pendant l'exécution. Alors, de mémoire, il y a par exemple un charretier qui est de passage et qui transporte une partie de sa marchandise et qui dit qu'il s'est retrouvé happé par une exécution capitale, donc il ne s'y attendait pas, il a regardé, et qu'une partie de ce qu'il avait sur son chariot a été volée. Mais on le trouve aussi pour des cas de véritables pickpockets dans les poches directement, avec à Figeac, me semble-t-il, un individu qui est arrêté dans les années 1740. Parce qu'il volait les mouchoirs et qu'il volait les pièces qu'il y avait dans les poches des passants. Donc il a arrêté sur dénonciation publique, en fait, sur l'indignation générale, parce qu'on s'en rend compte, visiblement, il a quand même beaucoup volé de gens dans le même moment, dans un très court laps de temps. Donc on s'en est rendu compte, on l'arrête. Il se trouve que c'était un homme qui est évadé des galères, et qui s'est évadé des galères auxquelles il avait été condamné à perpétuité, qui se retrouve à proximité de là où il vivait, donc à Figeac, dans la ville, lui il venait de la campagne, et qui, lors d'une exécution à mort, ordonnée par la prévôté, par la maréchaussée, vole dans les poches, ce qui n'est pas très... Non, ce qui est une stratégie un peu... parce que du coup on l'arrête et puis on le condamne à une plus lourde peine que celle à laquelle il avait déjà été condamné, donc à mort. Voilà. Donc il y a des exemples, il y en a quelques-uns, et donc effectivement tout rassemblement de foule me semble être constitué des espaces potentiellement criminogènes. L'exécution... Est-ce qu'il y a un discours des élites pour prendre conscience de cela en fait, dans les discours sur l'exécution en fait?
Dans mon cas, j'en ai pas vu. Plutôt, quand il y a une présence armée plus importante, c'est plutôt qu'on redoute un potentiel soulèvement. C'est le cas, par exemple, de la triple exécution par la décapitation de nobles protestants et d'un pasteur également. J'ai pas vraiment vu d'encadrement qui vise à empêcher ces débordements-là, de type vol, plutôt qui vise à empêcher des émotions d'échafaud. J'en ai vu aucun exemple d'émotion d'échafaud dans mon terrain de recherche. Mais justement, on a des indices lorsque des régiments peuvent être convoqués, des régiments qui stationnaient dans la province, ça veut dire qu'on craint probablement qu'il y aurait pu y avoir un mouvement en soulèvement. En revanche, non, j'ai pas vu de discours sur la question criminogène des exécutions. Pendant la Révolution, il y en a beaucoup de discours sur... donc, outre l'aspect criminel, en sens la foule favorise la criminalité, il y a, dès 1791, lors du débat sur la peine de mort à l'Assemblée, une partie de l'argumentaire des défenseurs de l'abolition de la peine de mort, ils n'ont pas eu gain de cause, est de dire que l'exécution n'a aucune valeur dissuasive, mais qu'au contraire, le spectacle de la violence, et notamment le sang versé, et par la suite ils seront hostiles à l'adoption de la décapitation, pervertirait les bonnes mœurs et les bonnes émotions des citoyens. C'est-à-dire qu'en gros, le spectacle de l'exécution serait contre-productif. Non seulement il ne dissuaderait pas la criminalité, mais au contraire, il encouragerait la foule à se montrer violente, parce que cette foule, avec un regard assez pétri des clichés de l'époque sur la foule, qui est notamment populaire, potentiellement violente, qui ne contrôle pas ses émotions, et bien si ces gros populaires, on leur montre un spectacle violent avec notamment du sang répandu, et cela va renforcer la violence intrinsèque de cette foule, et donc ils en viennent à la justification, il faut abolir la peine de mort. Donc on a ce discours-là sur les effets néfastes de l'exécution en théorie dès 1791. Merci beaucoup. Je pense que vu l'heure, on va s'arrêter là, puisque j'imagine que l'emploi du temps de cette salle est très contraint.